Donc, moi, je m'appelle Eugénie Maureen et puis je suis nutrithérapeute, je suis formatrice. Donc, je suis une vieille de la vieille, comme on dit. C'est pas, voilà, c'est pas tout récent mon engagement dans ces domaines et ça fait presque 20 ans que je fais ce métier. Donc, je suis formée en neuronutrition, je suis formée aussi au DU microbiote et santé à l'Université Paris-Sorbonne. J'ai été formée auprès de plusieurs médecins, dont le docteur Curté, le docteur Coudron, le docteur Philippe David, etc. Et j'interviens essentiellement sur les axes intestin-cerveau et nutrition, qui sont tout à fait d'actualité, à la fois parce que la recherche scientifique développe beaucoup ces sujets-là, mais aussi parce que des problématiques qu'on rencontre de plus en plus. Alors aujourd'hui, on ne va pas voir la version problème, on va voir la version nutrition et comment on va soutenir la croissance et le développement cognitif et les apprentissages chez les enfants et chez les adolescents et les adultes. C'est quelque chose qui va être, voilà, les outils nutritionnels, la micronutrition, la phytothérapie sont des outils qui sont très, très utiles pour optimiser tout ça. Donc, ce que je fais en général, je fais beaucoup de communication, j'interviens sur des congrès, je fais des posts, voilà, je vais enregistrer des séries de podcasts, des newsletters, etc., pour des associations qui sont spécialisées sur tout ce qui est brain food, c'est la nutrition du cerveau. J'organise des ateliers parents. Je ne sais pas si vous êtes parent, si vous êtes professionnel, vous qui êtes connecté ce soir avec nous. Mais voilà, il y a des ateliers parents en visio pour apprendre à utiliser les outils nutritionnels pour la nutrition du cerveau de son enfant. Et je fais évidemment des consultations individuelles, enfants et adultes. Et je fais aussi beaucoup de formations pour les professionnels avec des modules de 1 à 3 jours, voilà, et des supervisions également de la pratique professionnelle. Donc, ils sont vraiment centrés sur la nutrition, le cerveau, le microbiote et les troubles neurodéveloppementaux, les apprentissages, etc. Vous avez mon site, vous trouverez tout. Alors, petit préalable, quand on s'intéresse aux apprentissages, on s'intéresse au cerveau. Et le cerveau, c'est quoi? Eh ben, c'est de la matière. Cette matière, c'est des cellules nerveuses, c'est des vaisseaux sanguins, c'est des lipides. Il y a plus d'1 milliard de neurones dans notre cerveau, mais plusieurs types de neurones. Les neurones, il y en a plus de 200 types. Donc, on a des neurones sensitifs pour les organes sensoriels, des motoneurones pour le mouvement, des neurones miroirs, des neurones dopaminergiques qui vont fabriquer la dopamine, etc. On a dans ce cerveau à peu près la moitié du cerveau qui est constitué de neurones et l'autre moitié qui est constituée de cellules gliales. Et les cellules gliales, on en parle beaucoup moins, mais pourtant elles sont tout aussi importantes. Ce sont des cellules comme les astrocytes, les microglies, les oligodendrocytes, qui vont avoir un rôle de neuroprotection. En gros, c'est un peu le système immunitaire et le système digestif du cerveau qui vont venir nourrir les neurones, les entretenir, les réparer, éliminer les déchets et réparer tout ça. Et évidemment, beaucoup de vaisseaux sanguins, parce que ce cerveau étant très gourmand, il faut l'alimenter. Et donc, il y a énormément d'artères, mais aussi de capillaires, de sinus veineux qui vont venir apporter ce sang et cet oxygène et ces nutriments qui vont faire fonctionner cette grande machinerie. C'est un organe très gras parce que 50% du poids sec de cet organe, de ce cerveau, ce sont des acides gras dans lesquels il y a une très grande majorité de DHA, on verra donc un oméga 3 spécifique qui nous intéressera de près aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'eau. Le cerveau, c'est un organe hydrique essentiellement au départ, donc on verra aussi l'importance de l'hydratation. Donc c'est quoi ce cerveau? C'est de la matière, mais c'est aussi de l'énergie. Un cerveau, ça consomme à peu près 20% de l'énergie notre organisme produit. Donc c'est très très gourmand si on le rapporte aux autres organes. Et on a besoin de beaucoup, beaucoup l'alimenter. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de vide dans un cerveau. Et ce vide, ça occupe 20% du volume cérébral. Et c'est hyper important qu'il soit là parce que ça permet la communication, ça permet l'influx nerveux qui va aller d'un neurone à l'autre. Et quand il va d'un neurone à l'autre, il saute dans le vide. Et s'il n'y avait pas ce vide, en fait, la communication serait continue, ça serait un enfer. Donc, on a besoin de ce vide qui est dans notre cerveau.
Et donc, comme je vous le disais, en fait, voilà, ce cerveau, il est très volumineux, où on voit chez l'enfant nouveau-né qui constitue 12% de son poids corporel. Et puis petit à petit, en fait, il va réduire en pourcentage, mais on voit que voilà, il va passer de 370 grammes à la naissance à 1 kg, presque 1,4 kg au niveau adulte. D'accord? Donc, même si il ne constitue que 2% du poids corporel à l'âge adulte, il va consommer 15 à 20% de l'énergie produite par le corps. Dès qu'il y a une baisse d'énergie, le cerveau fonctionne moins bien. Et donc, c'est un des enjeux majeurs dans les apprentissages, notamment des enfants, de maintenir un bon niveau d'énergie. Alors, juste, je ne vais pas vous assommer avec des données très complexes de physiologie, mais ça, si vous voulez vous plonger là-dedans, vous pouvez venir dans mes formations. Mais il faut savoir qu'en fait, le cerveau, c'est un organe euh, le cerveau d'un enfant, il y a énormément de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que c'est en mouvement permanent, en construction permanente, et jusqu'à 25 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc ça dure très longtemps, vous voyez, donc on a besoin de le soutenir dans ce travail intense depuis la naissance, depuis même la conception, jusqu'à ses 25 ans, et puis après c'est un travail d'entretien. Donc de 0 à 12 ans, on a un nombre de connexions entre les neurones qui est énorme, qui se multiplie de façon exponentielle. Et puis, arrivé à l'adolescence, le nombre de ces neurones, ben, on va stopper un peu d'en créer, on va commencer à faire le tri, parce que trop de neurones, ça disperse les messages. Et donc, pour gagner en performance, on va faire un tri dans les connexions, on enlève celles qui ne sont pas utilisées et on va renforcer celles qui sont utilisées. Et donc, on renforce l'efficacité du message. Donc, en fait, ces petites diapos pour vous expliquer qu'en fait, de la naissance à l'âge adulte, il y a un certain nombre de fenêtres de plasticité cérébrale dans lesquelles les connexions cérébrales se réorganisent. Et donc, c'est l'occasion à chaque fois d'apprentissage, de petits bonds en avant au niveau cognitif. Et donc, plus l'environnement de l'enfant est riche, et plus il y a de connexions. Ça, c'est important. Donc, toujours stimuler les enfants, hein. Donc, c'est le problématique des écrans qui vont avoir des contenus assez spécifiques. Et donc, avec des enfants maintenant qui ont moins d'interaction avec leur environnement, qui jouent moins dans la nature, qui jouent moins avec les autres, qui ne savent plus utiliser des jeux de société, des jeux de etc. Quand ils ont été placés de façon continue devant des écrans, ça fait beaucoup de dégâts quand ils sont jeunes. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important d'avoir conscience que tant qu'on est jeune, en fait, il y a énormément de plasticité cérébrale. Et là, aujourd'hui, notre sujet, c'est les apprentissages. Et donc, en termes d'apprentissage, on va s'interroger aussi comment ça fonctionne la mémoire chez un enfant. En fait, c'est très simple. Il y a trois grandes étapes. La première, c'est l'encodage. C'est l'enfant il doit être attentif pour observer et comprendre des nouvelles choses. Et donc, à ce moment-là, le cerveau va transformer ces informations en signaux neuronaux. Et pour nourrir ce processus, il faut évidemment une énergie assez stable. On en parlera, une bonne hydratation, un bon sommeil et surtout un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Voilà. Ensuite, quand on a eu des nouvelles expériences, hein, donc où l'enfant a été attentif, a observé, a appris, il y a une phase de consolidation. C'est-à-dire que ce qui est appris là comme ça, si ce n'est pas consolidé, c'est oublié tout de suite. Et donc, cette phase de consolidation, elle se fait pendant le sommeil. Donc, dans les apprentissages, c'est à la fois important d'avoir de la dopamine pour l'attention et la motivation, etc. Mais c'est aussi important d'avoir un bon sommeil, donc de la mélatonine et de la sérotonine, parce que c'est à ce moment-là que les apprentissages vont s'ancrer dans la mémoire. Et donc, l'enfant, il a besoin d'avoir un très bon sommeil, d'avoir de stress, une bonne gestion du stress, et puis du coup, certains nutriments clés qui sont associés à ça, comme le magnésium, les oméga 3, qui sont essentiels à la plasticité.
Et la troisième phase, c'est la récupération des informations. Donc, c'est sa capacité en fait à retrouver de l'information. Et pour ça, il a besoin de revenir régulièrement aux apprentissages. Donc, on sait qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que pour bien apprendre, il faut faire, si vous avez par exemple les tables de multiplication à apprendre, ben, vous allez les apprendre pendant une journée. Le lendemain, vous allez les revoir et ensuite 2 jours plus tard et ensuite 3 jours plus tard et ensuite, etc., à différentes espacements comme ça. Et là, ça va être ancré et l'enfant sera à nouveau capable du coup de récupérer ces informations pour les réutiliser à distance. Donc, c'est vraiment un apprentissage profond. Si vous ne revenez pas sur ces connaissances, même pour vous à l'âge adulte, de façon régulière dans les temps d'apprentissage au début, hein, vous allez les oublier. Et on oublie énormément de choses, hein. On fait le tri parce qu'on ne pourrait pas. Voilà. Donc, dans cette phase, pour optimiser la récupération, ben, il faut que l'enfant ne soit pas stressé, hein. Parce que ça, c'est un grand parasite. Donc, c'est vraiment un des enjeux des apprentissages, c'est de limiter en fait l'anxiété, le stress, etc. Et d'avoir une alimentation qui nourrisse tous les processus neurologiques. Donc, finalement, pour les apprentissages, c'est quoi? C'est bien nourrir son cerveau indispensable, pouvoir faire des bons neurotransmetteurs, on va voir ça ensuite. Et c'est aussi bien dormir et ne pas trop stresser, donc une bonne régulation du système nerveux dans la récupération. Un enfant qui dort mal, un enfant qui boit peu, un enfant qui mange mal ou qui est stressé, il aura du mal à mémoriser. Alors, on n'y pense pas. Quand je dis, mais comment faire les apprentissages, on ne pense jamais à l'hydratation. Et pourtant, c'est une base du fonctionnement du cerveau parce que le cerveau, c'est de l'eau. Il est constitué à peu près soit 85% d'eau. C'est énorme. Et donc, s'il y a de l'eau dans le cerveau, c'est que ça sert à quelque chose. Et c'est vraiment un moteur important. Donc, il y a énormément d'études qui ont été étudiées là. Enfin, on a étudié les questions de déshydratation et de mémoire. Donc, on sait que dès qu'il y a une petite déshydratation, même modérée, il y a une baisse de la vigilance, il y a une augmentation de la sensation de fatigue et il y a une augmentation du niveau d'anxiété. Donc, l'hydratation, c'est quand même une base fondamentale. Et si l'enfant ne reçoit pas assez d'eau, il y a effectivement un impact sur la mémoire, et la concentration à court terme. Et donc ça, vous pouvez vous en rendre compte tout de suite, en fait. Comment on voit qu'un enfant est déshydraté? Il a des urines qui sont foncées ou qui sentent mauvais. Il a la bouche ou les lèvres sèches. Il a des traits marqués, il peut présenter des cernes, hein, qui sont bien évidemment en dehors du fait qu'il soit couché trop tard la veille, hein, c'est qu'il de façon récurrente, il a des traits marqués et puis des cernes un peu grises. Il a des maux de tête réguliers, il se sent fatigué, il peut avoir des vertiges, il a une toux sèche, moins souple. Des signes, ça peut nous faire penser à la déshydratation, mais parfois on ne la voit pas. C'est des signes qui sont discrets, donc on ne voit pas vraiment comme ça. Et pourtant, on estime qu'à peu près les trois quarts des enfants qui sont en âge scolaire n'ont pas d'apport suffisamment régulier en liquide. Ça, c'est noté. Donc, tous les enfants qui sont à l'école, ben, ils devraient boire beaucoup, un petit verre d'eau toutes les heures, notamment. Et donc, ce qui n'est pas le cas, hein. Souvent, ça ne peut pas se faire à l'école et on n'y pense pas forcément à la maison. Donc, on a des enfants, c'est des chameaux. Ils boivent un coup et puis après, ils passent la journée. Donc, ça, c'est des choses qui vont améliorer la mémoire. Et c'est pareil pour les adultes. Si vous avez un petit coup de fatigue, vous pouvez boire un verre d'eau. Et je vous recommande de vous mettre un rappel sur le téléphone pour boire un petit verre d'eau toutes les heures. Et vous allez voir que ça change vraiment votre énergie en quelques jours. Un petit rappel, là, vous l'aurez quand vous revisionnerez ce document, mais des apports qui sont conseillés, vous voyez que c'est quand même assez important, hein. Donc, on voit qu'à 2-3 ans, il faudrait boire 900 millilitres d'eau par jour. Alors, voilà, et à 13 ans, on est à 1,5 litre. Ça fait beaucoup. Et adulte, on est à presque 2 litres, hein. Après, ça dépend aussi en fonction du poids. Donc, c'est des choses, on est souvent avec des apports insuffisants. Alors, quand on parle hydratation, on va bien sûr avoir plusieurs façons d'amener cette eau.
qui est alimentation végétale va ramener de l'eau. Il y a énormément d'eau, notamment si vous mangez des melons, des pastèques. Il y a beaucoup d'eau. Si vous mangez des soupes, des bouillons, il y a beaucoup d'eau. Les fruits, les agrumes, etc. Dans les courgettes, il y a beaucoup d'eau également. Donc, une partie de cette eau peut être apportée par l'alimentation et on en a besoin. Et évidemment, après, c'est de boire de l'eau. Quand on boit une eau alors, c'est vrai qu'en naturopathie, on a tendance à dire oui, mais s'il y a quelque chose d'autre dans l'eau, ça n'hydrate pas. C'est pas tout à fait vrai. Notamment le café et le thé. Si vous n'en buvez qu'une fois de temps en temps, ça ne va pas vous hydrater, effectivement, à cause des alcaloïdes qu'ils contiennent. Mais si vous en buvez plusieurs fois par jour, tous les jours, votre corps s'habitue et donc il y a une hydratation qui se fait avec le thé et le café aussi. Là, on s'adresse à des enfants, donc c'est moins des boissons qui les concernent. Mais on recommande d'avoir une eau pure, filtrée si possible. Et moi, je recommande très souvent pour les enfants qui ont ce problème à la fois d'appétence de l'eau, hein, des fois des difficultés à boire de l'eau, mais quand on a une tendance récurrente à cette déshydratation, d'ajouter un petit peu d'eau de mer. Et donc, vous voyez, chez Soriavi, on a une excellente bouteille, comme ça, c'est très pratique. Et moi, ce que je conseille, c'est de prendre une petite gourde, hein, la gourde de l'enfant, et de lui verser en 10 à 30 ml en fonction de la taille de la gourde dans cette eau. Et on va à boire, ça va donner un goût légèrement salé, mais surtout, ça va faire une solution isotonique qui va pénétrer beaucoup plus facilement au niveau cellulaire en amenant quelques électrolytes. Ça ne compensera pas des grandes carences en calcium, en magnésium, en potassium, mais par contre, ça va rendre cette eau un petit peu hydratante par son côté isotonique. Et si vraiment on a un enfant qui boit très peu et donc on veut optimiser cette hydratation, on va pouvoir faire une petite préparation avec 500 millilitres d'eau filtrée, 30 ml de plasma marin, comme ici, une cuillère à café de miel, un petit peu de jus d'orange, hein, que vous allez prendre frais, fait maison, si possible, qui va donner un arôme qui est apprécié par les enfants en général, ou ça peut être un jus d'un autre fruit, hein, voilà. Et cette boisson, elle sera un petit peu plus hydratante, hein, ça a été démontré, notamment pour les enfants qui sont très sportifs mais qui ne boivent pas quand on est en période chaude et que l'enfant ne boit pas. Donc, le premier aspect, pour la mémoire, c'est de boire et d'optimiser cette hydratation par de l'eau de mer. Ça va? Je ne vous perds pas? Deuxième pilier, les oméga 3. Les oméga 3, quand on parle cerveau, vous devez penser tout de suite oméga 3. Voilà. Donc, pour un cerveau huilé, bien huilé, c'est un jeu de mots, mais vous allez voir, c'est aussi un reflet de la réalité. Donc, c'est quoi les oméga 3? Ben, il y a des oméga 3 qui sont végétaux, issus du végétal. Donc, on va trouver dans le colza, les huiles de colza, les noix, les huiles de noix, dans les graines de lin, par exemple, dans le potier. Donc, voilà. Il y a pas mal d'endroits où on va les trouver dans le végétal. Et puis, on a aussi des oméga 3 qui ont une autre forme, qui sont des oméga 3 qu'on va trouver dans le monde animal. Et donc, c'est de l'EPA et du DHA qu'on va trouver très essentiellement dans les poissons gras et semi-gras, les anchois, les harengs, les sardines, le thon, le saumon, le maquereau, le rouget, le flétan, etc. Donc on a quand même d'oméga 3. Donc si vous prenez un beau maquereau, un maquereau qui fait, alors nous, moi je suis méditerranéenne, hein, donc j'aime le maquereau, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'adore les sardines et le maquereau. Un gros maquereau en bonne saison, il va faire facilement 400 grammes. Voilà. Et donc, on sait que pour 100 grammes, il y a 1,5 g en moyenne de oméga 3 EPA, DHA. Donc, voilà, vous multipliez par 4, ça fait 6 grammes pour un beau maquereau. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est avant l'ère industrielle, on avait une agriculture beaucoup traditionnelle avec des animaux qui broutaient dans la nature, indirectement, dans la garrigue, dans les champs, etc. Et donc, naturellement, les viandes, les œufs, le lait étaient un peu plus riches en oméga 3 parce que ces animaux ont la capacité en fait de transformer les oméga 3 végétaux
en oméga 3 animal. Avec l'élevage industriel, c'est des choses qui sont aujourd'hui et qui ont disparu. Et donc, on trouve dans les, les élevages, enfin, les viandes d'élevage industriel, très peu d'oméga 3. Par contre, vous avez le label Bleu Blanc Cœur qui rajoute des graines de lin et donc va permettre de retrouver plus de PA et de DHA dans les œufs ou dans le lait ou dans la viande des animaux qui ont été nourris avec ces graines de lin. Donc, c'est notamment, donc, si vous avez un choix à faire pour des enfants, c'est de choisir des œufs bio principalement, hein, mais aussi s'il y avait un petit label bleu blanc cœur avec, ça serait super. Parce qu'on a beaucoup plus d'oméga 3 dans un, dans un œuf bleu blanc cœur. 160, oui. Donc le DHA, euh, c'est un oméga 3 animal qui ne se trouve pas dans le végétal. Ça, c'est important de le comprendre. Et c'est celui aussi, cette forme-là, qui va constituer une 30% de la matière grasse de notre cerveau. Donc, c'est assez important de notre cerveau, mais aussi de notre rétine. Donc, c'est des apports importants dont on a besoin. Aujourd'hui, cet oméga 3 DHA ou EPA sont considérés comme des acides gras qui sont nécessaires. On ne peut plus fabriquer un lait maternisé sans rajouter ces acides gras dedans. C'est interdit parce qu'on en a besoin pour la construction du cerveau, la construction de la rétine, avoir une bonne vision et un bon système nerveux. C'est impossible si on n'a pas des apports. Aujourd'hui, les enfants sont à 85% carencés, que ce soit à la naissance jusqu'à l'adolescence, en oméga 3. Donc, c'est très important. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, ces oméga 3, de forme animale, EPA, DHA, vont garantir la fluidité membranaire. Donc là, vous voyez une cellule. Si il y a beaucoup d'oméga 3 dans sa membrane, cette membrane cellulaire va être extrêmement fluide. Et si elle est fluide, ça veut dire qu'elle va pouvoir faire rentrer facilement certains nutriments et donc mieux fonctionner, mais aussi elle va pouvoir vider ses poubelles facilement parce que la membrane est fluide. Donc, pour avoir une cellule en bonne santé, et encore plus quand c'est un neurone, on a besoin de cette grande fluidité membranaire et donc de cette grande quantité d'oméga 3 sous forme DHA qui compose les membranes cellulaires. Et quand on fait un petit zoom dans le cerveau, alors je ne suis pas très douée en dessin, donc c'est un schéma très simplifié. Vous avez vu ici, c'est une synapse. Une synapse, c'est la connexion d'un neurone avec un autre. Et donc, on a ce messager chimique, je vous ai parlé de la dopamine tout à l'heure, qui est fabriquée dans la neurone et dans le synapse, dans des petites vésicules. Et sa façon, en fait, de passer à l'information à l'autre neurone, c'est de passer à travers cette membrane qui doit forcément être souple. Donc, elle passe à travers et hop, elle va sur des récepteurs qui sont ici et elle dit, ah, signal dopamine, et l'autre neurone se met en route. Si cette membrane n'est pas souple, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de DHA, eh bien, il y a beaucoup moins de dopamine qui passe. Et donc, comme elle n'arrive plus à passer à cause de cette membrane qui est rigide, par manque de souplesse, eh bien, cette dopamine va se transformer en un dérivé inactif qui s'appelle le DOPAC. Donc, ça a une conséquence très importante sur ce qui nous concerne parce qu'on va voir que la dopamine est très importante dans les apprentissages aux côtés d'autres neurotransmetteurs. Donc, si on n'a pas assez d'oméga 3, on n'a pas une bonne fluidité membranaire et donc on ne peut pas avoir une bonne synthèse des neurotransmetteurs, un bon fonctionnement des neurotransmetteurs. Alors, on se dit, mais oui, mais si je les prends des oméga 3 dans les huiles, de colza, par exemple, dans l'huile de lin, dans les noix, est-ce que, bah, du coup, je vais pouvoir avoir suffisamment de PA et de DHA? Parce que, bah, par exemple, si j'en ai végétarien, si on n'aime pas le poisson, etc. Eh bien, la réponse, c'est que ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué parce que ces huiles oméga 3, elles sont très utiles pour notre corps, mais elles vont essentiellement participer à la production d'énergie. Elles vont être brûlées par nos mitochondries, fabriquer de l'énergie dont nous avons terriblement besoin, et elles vont aussi être stockées dans différents tissus.
Donc, finalement, il y en a 6% quand on est en très grande forme qui va se transformer en EPA et moins d'1% qui va se transformer en DHA. C'est vraiment une quantité infime. Et ça, c'est quand tout se passe bien. Vous n'avez pas de problème hépatique, vous avez des cytochromes qui fonctionnent bien. Voilà. Donc, pour avoir le minimum syndical de 250 mg de DHA par jour, il faudrait que vous puissiez boire et que l'enfant boive un quart de litre d'huile de colza tous les jours. Bon appétit. Ça paraît peu faisable. Donc, tout ça, c'est un restant de notre évolution parce on est né de la mer et forcément, on a eu beaucoup de ces, voilà, on a appris à utiliser ces oméga 3 dans notre évolution. Et donc, une supplémentation est souvent nécessaire, encore plus chez les enfants qui ont en général assez peu d'appétence pour les poissons gras. Le DHA est absolument indispensable au fonctionnement du cerveau. Et donc, quand on a une déficience du cerveau en DHA, qui va commencer à s'implanter pendant la grossesse. Pendant la grossesse, à partir du deuxième et le troisième trimestre, c'est le moment où tous ces oméga 3 commencent à incrémenter, à construire le cerveau. Et à ce moment-là, il en faut beaucoup. Et il en faut aussi beaucoup pendant l'allaitement et jusqu'à 3 ans. Il en faut des grandes quantités pour que le cerveau se forme de façon correcte. Et s'il n'y en a pas assez, ben, on va avoir des problèmes de mémoire, on va avoir des problèmes de tolérance au stress, on va avoir des problèmes d'humeur, on va avoir des problèmes de sommeil, on va avoir des problèmes de fonction cognitive, de fluidité verbale, de temps de réaction, de structure, plus tard de neurodégénérescence, etc. Donc, ça impacte notre santé de façon importante. Et là, si je vous montre cette petite carte, c'est pour vous montrer en fait qu'en fait, ça c'est une carte c'est des chiffres qui datent de 2024, donc c'est assez récent, qui nous montre les endroits où il y a un taux d'oméga 3 suffisant dans la population. Ben voilà, c'est en vert. L'Alaska, ben, il mange beaucoup de poissons. Le Groenland, il mange beaucoup de poissons. L'Islande, il mange beaucoup de poissons. La Norvège et la Finlande. Et partout ailleurs, eh bien, ce sont des taux qui sont insuffisants. Et nous, en France, vous voyez, on a un taux qui est assez largement insuffisant. On n'est pas les pires, mais quand même, voilà, on est quand même assez insuffisant. Alors, ces chiffres, il faut imaginer qu'il y a 15 ans, ils étaient beaucoup plus graves, beaucoup plus bas, et que la France a eu une politique de santé autour des oméga 3 sur le fait de manger du poisson gras qui a quand même fait évoluer nos apports. Mais malgré tout ça, on a du mal à avoir les oméga 3. Donc, quelle est la stratégie par rapport aux enfants, aux adolescents, mais même aux adultes? La première chose, c'est l'assiette. Donc, consommer des poissons gras, même en boîte. Les anchois, les sardines, les maquereaux, voilà, c'est des poissons qui, quand ils sont conservés comme ça, sont vraiment, conservent leurs oméga 3. Ou alors frais, et c'est encore meilleur, cuit à la vapeur pour pas détruire, voilà, ou en étouffé pour pas détruire ces oméga 3. Mais il faut en manger au moins 2 fois, voire 3 fois par semaine pour avoir des apports suffisants. Alors, souvent je dis il faut manger comme ça, donc c'est pas une boîte de sardines par semaine qu'on mange en 3 fois, et c'est l'équivalent plutôt de 3 fois, de 3 boîtes de sardines par semaine. Ça commence à faire beaucoup. Des fois, on a du mal dans nos habitudes alimentaires à en avoir autant. Choisir des produits bleu blanc cœur à chaque fois, que ce soit pour les œufs, pour la volaille, pour les produits laitiers. Vous avez ce label-là, choisissez plutôt comme ça. Donc, il y aura un peu plus d'oméga 3 dedans. Et puis, certaines huiles, donc là, sur les oméga 3 végétaux, bien que certaines huiles, comme cette huile bébé, va rajouter du DHA dedans. Donc, c'est des huiles alimentaires qu'on ne cuit pas, qu'on met à froid et qui vont rapporter aussi certains types d'oméga 3. Manger au moins 7 noix par jour. Donc, ça, on a de l'oméga 3 végétal qui est intéressant, mais ça ne suffira pas forcément là-dedans. Un autre acide gras qui est important, c'est la phosphatidylsérine qui est associée au DHA dans les membranes. Alors, c'est un schéma un petit peu compliqué. Je vous expliquerai ça si vous venez en formation. En attendant, il faut savoir que cet acide gras, la phosphatidylsérine, qui se forme aussi avec de la phosphatidylcholine, s'associe en fait avec du DHA pour former les phospholipides de la membrane. Et c'est eux qui sont le plus présents c'est les acides gras les plus importants du cerveau avec le DHA.
Donc, on a besoin d'avoir beaucoup de cette phosphatidylsérine et de cette phosphatidylcholine euh, qu'on va trouver un peu dans l'alimentation, toujours dans les mêmes produits, hein, les poissons notamment, dans les œufs aussi, et qui vont former en fait les phospholipides du cerveau. Et on a démontré que quand il y avait moins de phospholipides, moins de phosphatidylsérine, il y avait une altération des apprentissages et des fonctions cognitives. Alors, quoi faire? Eh bien, ça, je peux vous assurer que juste par l'alimentation, moi qui fais beaucoup de bilans des acides gras érythrocytaires, donc je les mesure dans le sang, je fais une lecture, il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir suffisamment d'oméga, même en habitant au bord de la mer. Il faut vraiment manger du poisson très très souvent pour y arriver. Donc, ma recommandation, c'est que pendant toute l'enfance et l'adolescence, c'est de faire des cures très régulières de ces fameux oméga 3. Et donc, chez Soria, on a deux formes qui sont excellentes et tout à fait complémentaires. On a l'oméga 3 Epax, qui sont des huiles de poisson qui ont un label Epax. Et le label Epax, c'est le label non négociable quand on prend des huiles de poisson, qui garantit véritablement à la fois un très grand degré de pureté, une pêche équitable qui préserve les ressources de la mer et qui va garantir aussi une très faible oxydation de ces huiles, hein. Parce que je ne sais pas si vous avez connu l'huile de foie de morue moi j'en ai connu quand j'étais jeune. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à avaler. Donc ces oméga 3, ils doivent vraiment euh, être pas oxydés, ce qui était le cas des huiles de foie de morue. Et donc, quand les poissons sont pêchés, c'est uniquement des petits poissons, avec des anchois, des sardines et des maquereaux, qui se reproduisent très facilement sur des lieux de pêche qui alternent selon les années de façon à préserver les ressources. Et donc, l'huile va être traitée directement sur le bateau, ce qui fait qu'elle ne s'oxyde pas. Et en plus, il y a ce petit label XO, qui est un label français, hein. C'est un procédé antioxydant qui a été rajouté. Donc, je vous conseille de prendre ça. On va dire, pour un enfant, une gélule peut suffire pendant l'enfance. Ce sont des grosses capsules. Donc, pour les tout petits, ben, on la perce tout simplement, hein. Et quand c'est comme ça, ben, en fait, l'huile est extrêmement bien conservée dans la capsule parce qu'elle n'est pas en contact avec l'air. Donc, on la perce et on va la mélanger avec une purée de pommes de terre, enfin avec l'aliment, une fois par jour. Et puis, pour les plus grands, on peut passer à 2 gélules par jour. Et donc là, c'est très riche en EPA et DHA. On va avoir aussi l'huile de krill qui, elle, est aussi un peu moins riche en EPA et DHA, mais surtout très riche en phospholipides, donc une pénétration, une absorption qui est optimale. Et en plus, on a associé, enfin, qui est associé à ce krill, il y a de l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est le pigment que vous voyez sur cette petite crevette de krill qui est orangé et qui est un grand protecteur antioxydant du cerveau. Ces crevettes, elles en sont pleines parce qu'elles sont soumises à de fortes UV dans l'océan. Et donc, elles s'oxyderaient, voilà, et donc elles mourraient. Donc, c'est vraiment quelque chose qui les protège. Et donc, on va le retrouver dans cette huile de krill qui va vraiment être très absorbable et qui va contenir de la staxanthine. Donc, c'est vraiment une huile très importante. On va pouvoir en prendre 1 à 4 gélules par jour. Des fois, quand on a des fortes carences, on va pouvoir associer les deux. Mais dans cette huile de krill, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celle-là, vous ne la percez pas parce que ça a un goût de crevette. C'est pas terrible pour les enfants si vous voulez les dégoûter. Donc, vous pouvez la percer, mais je ne vous conseille pas. Et par contre, ceux qui l'avalent, c'est vraiment formidable de prendre cette forme-là parce qu'elle est encore plus biodisponible que la forme des huiles de poisson. Et on va pouvoir ajouter ce produit. Alors, j'ai fait une faute là, excuse-moi Françoise. Je m'aperçois que j'ai une faute. Phosphérina complexe, qui est un produit qui est assez très intéressant parce qu'il va comprendre aussi cette phosphatidylsérine, cette phosphatidylcholine qui n'est pas facile à trouver dans les compléments, associée à de multiples vitamines et certains, enfin du zinc, qui tous interviennent dans le métabolisme cérébral. Donc vraiment c'est très important. La taurine, elle est très importante, hein. C'est pas un excitateur comme on a tendance à le penser à cause des boissons énergisantes dans lesquelles il y en a, mais on a
a dans les laits maternisés, dans le lait maternel, et elle est très importante pour maturer le système nerveux. On a également de la vitamine C contre la fatigue, l'immunité, le stress oxydatif, la vitamine E qui est un grand protecteur du cerveau et qui va régénérer un antioxydant qui est majeur dans le cerveau, qui est le glutathion. Et on a cette fameuse vitamine A dont on manque de plus en plus parce qu'on ne mange plus d'abats, de foie, de cerveau, de rognons. Alors, je sais que c'est pas très appétissant, mais dans ces tissus gras animaux, il y a énormément de vitamine A. Et donc, on a finalement des situations où on commence par en manquer. Et donc, c'est très bien pour la vision normale, mais aussi pour la protection des lipides du cerveau. Et les vitamines B6, B12 participent à faire les neurotransmetteurs, donc sont fondamentaux. Le zinc aussi. Donc là, vraiment, ce phosphérine incomplexe, c'est vraiment un complexe. Peut-être pas à prendre au quotidien pendant toutes les années, mais à chaque fois qu'on a des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, une fatigue cognitive, eh ben, c'est bien d'en faire une cure parce que ça va relancer un petit peu le métabolisme du cerveau. Et le pilier numéro 3, c'est tout un tas de nutriments. Du magnésium, du fer, du zinc, des vitamines B6, B9, B12, vitamine D, etc., qui vont venir alimenter ce cerveau. Alors dans le cerveau, mais aussi dans l'intestin, mais là on va parler des neurotransmetteurs du cerveau, on produit des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des messagers chimiques qui vont avoir des actions qui sont, soit en général, alors c'est assez caricatural, mais pour la pédagogie je vous l'explique comme ça. Ils sont soit excitateurs, c'est un petit peu comme la pédale d'accélérateur, soit inhibiteurs, comme la pédale de frein. Oui. Et donc, on a différents types de neurotransmetteurs et qui vont se contrebalancer l'un l'autre et on a besoin d'avoir tous ces aspects. Donc, on a le glutamate. Le glutamate, c'est un excitateur. S'il n'était pas là, on ne pourrait pas activer nos mécanismes propres à la mémoire. Mais s'il y en a trop, eh bien, on va avoir un état d'anxiété avancée, d'angoisse, d'excitation, etc. Donc, tout est une question d'équilibre dans ces neurotransmetteurs. Et le glutamate est un bon exemple. Il est essentiel pour la mémoire à long terme. Pour former les souvenirs, pour la plasticité synaptique. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro. Voilà, merci. C'est gentil. Voilà, pour la plasticité sématique, on a vraiment besoin de ce glutamate, mais en une petite quantité au bon moment, et ça va permettre de renforcer les connexions neuronales qui sont impliquées dans l'apprentissage. Le GABA, qui est un inhibiteur, là c'est vraiment la pédale de frein, ça va permettre de réguler, d'inhiber cette communication neuronale, de calmer et puis de baisser les niveaux d'anxiété et du coup de mémoriser davantage. On va avoir cette fameuse dopamine qui va donner de la motivation à apprendre, qui va permettre de se concentrer, qui va donner faciliter la consolidation des souvenirs. Donc, c'est vraiment la base des apprentissages. Cette dopamine va aussi se transformer en noradrénaline qui va permettre de fixer ces souvenirs. C'est-à-dire que la dopamine, elle va permettre de se motiver pour en créer, et la noradrénaline, elle va fixer les souvenirs et elle va favoriser l'ancrage et des apprentissages. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est fondamental aussi dans les apprentissages et qui va permettre la consolidation mnésique, c'est-à-dire la mémoire. La mémoire déclarative, c'est-à-dire la mémoire des expériences personnelles, l'apprentissage la mémoire du vocabulaire, des faits historiques, des dates, des règles de mathématiques, de toutes les connaissances scolaires. Et puis, on a aussi ces deux autres neurotransmetteurs inhibiteurs, la sérotonine, qui va permettre d'ancrer tous ces apprentissages qu'on a fait avec les autres neurotransmetteurs, de calmer le système nerveux, de préparer au sommeil. Et la sérotonine, à la tombée de la nuit, se transforme en mélatonine et ça va permettre d'améliorer le sommeil, d'avoir un sommeil de qualité. Et c'est pendant ce sommeil que tous les apprentissages de la journée sont triés et enregistrés. S'il n'y a pas de sommeil, tout ce qu'on a fait pendant la journée sera assez vite oublié.
Alors, on ne va pas se lancer dans toute la fabrication des neurotransmetteurs. Ce sont des processus physiologiques qui sont très complexes, mais juste ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que toutes ces neurotransmetteurs, excitateurs, inhibiteurs, modulateurs, soient synthétisés dans les bonnes proportions au bon moment de la journée, il faut qu'il y ait tout un tas de cofacteurs pour, pour faire une action. Donc, pour faire un neurotransmetteur et que celui-ci exerce son action sur le neurone suivant, il faut qu'il y ait toute une chaîne de fabrication qui va avoir lieu. Quelques exemples à droite. On va par exemple, les catécholamines, c'est la famille de la dopamine, la noradrénaline. Il va falloir prendre des acides aminés, qu'on trouve, comme c'est la tyrosine, hein, qu'on trouve dans l'alimentation. Et grâce à certaines vitamines comme la B9, la B12, la vitamine C, la vitamine D, le fer, on va la transformer en un précurseur de la dopamine. Et puis là, il faudra encore de la vitamine B6 pour pouvoir le transformer en dopamine. Et ensuite, cette dopamine, avec de la vitamine C, du magnésium et du cuivre, eh ben, on va pouvoir la transformer en noradrénaline, etc. La même chose marche pour la voie de la pédale de frein, donc il y a des neurotransmetteurs inhibiteurs à partir d'un acide aminé, le tryptophane, qu'on va trouver dans la banane notamment, le poulet, le chocolat. On va avoir besoin de tous ces micronutriments, vitamine B, C, D, fer, etc., pour fabriquer la sérotonine qui elle-même sera fabriquée ensuite, transformée en mélatonine pour un bon sommeil. Donc, ce qui nous importe avec nos enfants, c'est qu'on ait tous ces micronutriments. Mais en plus de ça, on a des horloges biologiques qui sont réglées génétiquement et qui se synchronisent par la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, grâce aux photons qui vont venir exciter dès le matin les bâtonnets de notre œil, ça va envoyer des messages à notre glande pinéale et donner l'heure. Et le matin, ce soleil va arriver et va dire plein soleil, pof, c'est le matin, et donc envoie de la dopamine. Et si c'est le soir, la baisse de luminosité, ça va envoyer le message envoie de la mélatonine. Et donc, en fait, ces neurotransmetteurs sont réglés et vont être synthétisés à différentes cadences tout au long de la journée. Et donc, vous voyez, toutes nos cellules de notre corps sont gérées par cette grande horloge au niveau du cerveau. Et ça va informer toutes les cellules et ça va informer la synthèse des neurotransmetteurs. On a une succession de synthèses. Donc, le matin, ben, la lumière se lève, on arrête de sécréter de la mélatonine, ce qui va lancer la dopamine. Ça va activer tout un tas de processus de vigilance, d'apprentissage, etc., jusqu'à la fin de la nuit, de la journée, où on va avoir la baisse de la lumière qui va entraîner une synthèse de mélatonine et un sommeil profond avec une température corporelle plus basse. Je suis un peu rapide, mais peut-être que vous connaissez ça, vous irez voir. Donc en fait, il y a du matin jusqu'au soir une espèce de danse qui s'organise autour des rythmes de veille-sommeil, jour et nuit, par la lumière qui va stimuler la dopamine, qui va se transformer dans la matinée en noradrénaline, qui dans l'après-midi va laisser sa place à la sérotonine, qui se transformera dans la soirée en mélatonine pour un bon sommeil. Et quand ça se passe, eh ben, les apprentissages se passent bien. Si on est perturbé, par une mauvaise synthèse de dopamine le matin, eh bien, on va avoir du difficulté, on va traîner, on va bâiller, on va pas être en forme. L'enfant va avoir le nez dans ses cahiers, ne rien mémoriser, ne rien retenir parce que sa dopamine ne s'est pas bien lancée le matin. Et en revanche, si la sérotonine ne se synthétise pas bien en milieu d'après-midi, donner naissance ensuite à la mélatonine, on va avoir un enfant agité, un enfant anxieux, triste, on va avoir un enfant qui ne mémorisera pas bien, qui ne dormira pas bien et qui au final ne fera des mauvais apprentissages. Donc on a besoin de stimuler à la fois la synthèse de ces neurotransmetteurs par plein de micronutriments, mais aussi en respectant ces rythmes-là. Qu'est-ce qui permet de synchroniser ce cerveau? Eh bien, c'est l'activité physique, l'alternance lumière-obscurité, donc l'importance fondamentale de prendre la lumière le matin. 7 minutes d'écran le matin enlève toute la mémoire d'attention, d'apprentissage à un enfant pour la journée. C'est pas beaucoup, hein?
Donc, ne jamais commencer par des écrans le matin pour un enfant et puis aller à la lumière. Et donc, on connaît toutes les techniques de luminothérapie pour aller. Et seulement, l'alimentation est un facteur très important euh, pour, euh, pour nourrir ce cerveau et envoyer des signaux qui vont réguler l'activité du cerveau. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, si vous mettez beaucoup de protéines le matin, plus de protéines que de glucides, vous allez automatiquement stimuler cette synthèse de dopamine et forcément stimuler l'attention de l'enfant. Ça veut dire que le matin, il faut avoir beaucoup de protéines. Pour un adulte, c'est à peu près 20 grammes de protéines. Pour un enfant, enfin 20 grammes et plus. Et pour un jeune enfant, on va être à 8-10 grammes. Voilà. Et quand il y a ça, eh bien, ça permet que il y ait davantage de synthèse de dopamine. C'est automatique. Et de la même façon, pour stimuler la sérotonine, on va plutôt éviter les protéines à ce goûter-là, ou vraiment des protéines légères, peu concentrées, qu'on peut trouver dans les noix et les oléagineux, et avoir un petit peu de glucides. Donc c'est le petit goûter avec un fruit frais, avec un carré de chocolat noir, une tartine de pain complet, voilà. Un goûter légèrement glucidique va permettre d'augmenter la synthèse de sérotonine. C'est super pratique, hein. À cela, vous ajoutez une bonne exposition à la lumière le matin et le soir, au contraire, peu d'écran, peu de lumière bleue et des lumières tamisées, une veilleuse plutôt de couleur rouge, et vous allez favoriser une bonne régulation de ces rythmes circadiens et donc une meilleure attention le matin et un meilleur sommeil le soir. Donc, plus de céréales de petit déjeuner, de biscuits, de brioches, de croissants, de jus d'orange, passer aux œufs à la coque, au jambon, au fromage, à tout ça. Un nutriment indispensable dans, dans cette synthèse des neurotransmetteurs, c'est le fer. Sans le fer, on ne peut pas faire de dopamine et tout le reste de la journée est compromis. Et donc, vous avez un excellent produit chez Soria qui est Ferroboost, qui va marier du bisglycinate de fer, c'est-à-dire une forme organique qui s'assimile bien, avec des cofacteurs qui sont tout à fait intéressants, notamment la vitamine C qui va permettre d'absorber davantage ce fer et qui va aussi donc s'associer à d'autres, les vitamines du groupe B qui vont participer en fait à la synthèse de ces neurotransmetteurs et au métabolisme énergétique. Donc vraiment, on a besoin, ce complexe, il est très bien fait parce qu'il va permettre de booster la fonction dopaminergique, voilà, par l'assimilation du fer. Et on va pouvoir, alors il y a certaines personnes qui vont avoir du mal avec le fer, mais bien que le bisglycinate de fer soit très absorbable, ce qui est important, c'est de faire des dosages réguliers chez les enfants. Ils sont très, très, très souvent en carence de fer. C'est une cause très fréquente des troubles des apprentissages, de fatigue, d'irritabilité, de problèmes à l'école, voilà, c'est vraiment le fer. Donc, il faut y penser. On peut faire un petit dosage de la ferritine, hein, avec votre médecin et on supplémente uniquement s'il y a besoin. Là, par contre, la spiruline, c'est très intéressant. C'est une plante. Alors, il y a un peu moins de fer dedans, mais elle est liée à tout un tas d'autres facteurs, notamment des antioxydants comme la phycocyanine et multiples vitamines et minéraux. Et donc là, c'est une espèce de totum qui est très intéressant et qui est plus de l'ordre de l'aliment et qui va pouvoir aussi, en l'absence de dosage, permettre de faire des petites cures de temps en temps et soutenir la croissance de l'enfant, parce qu'il a des besoins très, très importants, et soutenir le fonctionnement cognitif de l'enfant. Donc la spiruline, vraiment très intéressante pour la vitalité, le tonus et à faire des apports voilà, en certains antioxydants, en nutriments, en vitamines et en fer. Quand on parle cerveau, apprentissage, on a un indispensable, c'est le magnésium. Et le magnésium, c'est un peu le connecteur en fait qui permet de réguler, de moduler le message nerveux et de lui apporter un frein à ce moment-là. Et donc on a besoin, donc, dans tous les états anxieux, dans tous les états de stress, il y a vous en avez entendu parler, il y a une perte de magnésium qui se fait automatiquement, mais
on a souvent des apports alimentaires qui sont assez faibles. Donc, dès qu'on a problème de sommeil, anxiété, problème de concentration, chez l'enfant, on peut donner un peu de magnésium et cette formule, elle est associée à de la taurine qui est importante pour la maturation du système nerveux et qui va augmenter, l'assimilation du magnésium et à toutes les vitamines du groupe B qui jouent, elles aussi, un rôle très important, vous l'avez vu dans mon petit schéma tout à l'heure, dans la synthèse des neurotransmetteurs. Et en plus, bah, ces vitamines, elles sont sous forme méthylée. Donc là, on a méthylcobalamine, méthylfolate, la B6-5P. Tout ça, c'est des formes qui sont extrêmement bien assimilables. Donc c'est un excellent produit que vous pouvez associer. Un autre produit à ne pas oublier dans soutenir les fonctions cognitives, c'est la vitamine B. Si les enfants ne sont pas supplémentés, ils sont à 80% aussi en carence, hein. On n'y pense pas, mais c'est important. Et la vitamine D, ça ne sert pas qu'à la consolidation osseuse, ça sert aussi à un bon fonctionnement du cerveau, un bon fonctionnement de l'immunité et donc de l'immunité du cerveau qui est très importante. Voilà. Donc là, c'est un dosage assez important. On va le réserver aux ados et aux adultes en prenant une capsule par jour, deux sur un conseil si vous avez fait un dosage sanguin et si vous êtes conseillé par un professionnel. Ça va être très important de soutenir jusqu'à l'âge adulte cette vitamine D, d'autant que ben, les enfants passent leur temps en classe dans des lieux fermés où ils ne sont pas exposés à la lumière. Et c'est une carence très, très fréquente. Alors du coup, petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on peut donner à ces jeunes, à ces enfants à qui on souhaite les aider à soutenir l'attention? Bah, de l'huile de krill, par exemple, ou de l'huile de poisson qu'on a vu tout à l'heure, plus du magnésium, c'est une base. Vous avez les vitamines B, vous avez les oméga 3, vous avez le magnésium, c'est une base qui est essentielle. Et puis, si vous avez des doutes ou vous avez objectivé avec une prise de sang, eh ben, on va pouvoir ajouter de la vitamine D ou du fer. Ou s'il y a un contexte de fatigue, on mettra de la spiruline. Et un autre actif qu'on voit là, c'est le fucus, qui est un très bon produit aussi chez Soriavi, qui est en fait du fucus, donc une algue qui est très riche en iode. Et donc on pourra rajouter un petit peu d'iode, parce que l'iode sert à la formation. Alors j'ai une autre diapo, mais je ne sais pas où elle est passée. Voilà. L'iode, elle est indispensable à la régulation des hormones thyroïdiennes. Et encore une fois, on a 50% des enfants qui sont en carence d'iode. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour fabriquer correctement les hormones thyroïdiennes, qui sont très importantes pour le développement cognitif et le fonctionnement du cerveau. Et donc, les apprentissages, ça passe aussi par là, hein. Vous voyez, c'est des choses très organiques. Avant d'être de l'éducation, c'est un substrat, tous ces nutriments qui envoient des messages au cerveau, qui façonnent leur fonctionnement. On en a besoin. Et donc, ce fucus, eh ben, il est très riche en iode. Et donc, là, c'est une mesure assez facile à faire pour les enfants parce que c'est urinaire. On va mesurer dans les urines l'iode et donc on saura si c'est nécessaire de lui en donner. Et donc, pour un enfant, 1 millilitre par jour. Et pour un adulte ou un ado, ça va être 2 millilitres par jour. Donc, c'est vraiment un petit point à penser. Quand on a des fatigues, on voit un enfant qui se traîne, eh ben, ce n'est pas inutile de faire un petit dosage du fer, de la vitamine D ou de l'iode. Ça va être intéressant. Donc, vous voyez, un protocole de base, un oméga, phospholipides oméga, pourquoi pas, ou l'huile de poisson, associé à un magnésium qui comprend toutes les vitamines du groupe B. Et en fonction de l'individu, de la personne et de ses besoins, on va pouvoir ajuster avec un peu de fer, un peu d'iode ou de la vitamine D. Enfin, on va parler de ces enfants qui ne vont pas réussir à être tranquilles dans les apprentissages s'ils sont stressés. Et l'école, on sait que c'est très stimulant et c'est pas toujours très bienveillant. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux avec les copains à l'école, au lycée, au collège, en primaire. Donc, il faut montrer avec les enseignants, il y a de la compétition, etc. Donc, on a beaucoup d'enfants qui présentent quand même des signes anxieux par rapport à tout ça parce que c'est un système qui peut parfois être assez dur. Et donc, il ne faut pas hésiter à les soutenir avec certains produits. Donc, chez Soria, on a pas mal de complexes de plantes qui sont très intéressants. Alors,
pour des jeunes enfants, on pourra penser à l'avoine. L'avoine, on peut les donner à des tout petits à partir de 5 ans. Et c'est vraiment la plante médicinale qui va stabiliser le système nerveux, qui va calmer le système nerveux. On va le donner aussi aux mamans pour qu'elles soient plus calmes et qu'elles produisent un bon lait pour leurs enfants. Donc, vous voyez, on peut vraiment, voilà, quelque chose d'assez inoffensif qui va être assez intéressant pour stabiliser, amener un petit peu de calme. Si votre enfant, il est un petit peu agité, il n'arrive pas à dormir, etc., j'ai un petit problème avec ma souris, pardon. Voilà, on pourra mettre le calmomèle. Le calmomèle, c'est un excellent sirop, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est à base de mélasse. Et la mélasse, alors c'est un sucre de canne, etc., mais qui est extrêmement riche en fer et en nutriments et qui donc a un goût qui est agréable, hein, et dans lequel on a ajouté des plantes qui sont sédatives et qui vont permettre de réguler notamment le GABA au niveau du cerveau, qui vont avoir une action sur les neurotransmetteurs et une régulation sur les spasmes aussi musculaires qui sont liés au stress, etc. Et qui vont permettre de favoriser un plus grand calme et un meilleur endormissement. Pour les jeunes enfants, à partir de 3 ans, c'est un sirop qui marche très très bien et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Donc pour les petits, on a l'avoine, on a le calmomèle, et pour les un peu plus grands, on a un complexe que moi j'adore et que je recommande aux adultes. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais qui est vraiment formidable. C'est des gouttes, c'est complètement naturel, et c'est un complexe de plantes de passiflore, aubépine, valériane et orange amère qui va vraiment être utile donc, tout au long de la journée pour réguler le système nerveux. Donc pour un adulte ou un ado, 1 millilitre 3 fois par jour pour un enfant vraiment sur conseil de professionnels, parce que bon, il y a certaines plantes qui ne sont pas toujours conseillées pour les enfants. Également, si vous cherchez une variante en fait pour améliorer le sommeil et calmer le système nerveux, mais sous forme de gélule, il faut penser au sédanaire, qui est aussi une très bonne composition, toujours à base de pavot, valériane, passiflore, lavande et aubépine, mais cette fois-ci en gélule. Donc, vous voyez que dans cet arsenal de phytothérapie, de micronutriments, on a quand même pas mal d'outils pour accompagner les enfants et les adolescents qui, aujourd'hui, je le rappelle, sont dans des grandes souffrances au niveau des apprentissages et au niveau de la scolarité, de tout ce qui est demandé, et voilà, et y compris les étudiants. Donc voilà, je vous remercie. Donc on va prendre un petit temps d'échange. Je vous ai mis mes contacts que vous retrouverez si jamais vous aviez des questions ou envie de prolonger un petit peu. Vous pouvez aller visiter mon site internet et puis m'écrire sur cette adresse mail ici. Et je vais prendre vos questions en espérant ne pas vous avoir perdu trop en route. Non, Voilà. je prends la parole la première, mais ensuite je laisserai la place aux questions. C'était extrêmement intéressant. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point l'alimentation est importante parce que les apports étant variés, si tu as une alimentation riche, bah, du coup, tout fonctionne mieux pour les neurotransmetteurs. Donc, quand on dit qu'il faut avoir une alimentation variée, c'est encore plus vrai dans le cadre des apprentissages. Donc, Et oui, et une alimentation qui soit orientée sur un modèle méditerranéen. Voilà, donc avec beaucoup d'oméga 3, beaucoup d'acides gras en tout genre, avec des antioxydants, avec plein de choses, et beaucoup de minéraux, de nutriments, effectivement. ouais, c'est extrêmement important, cette variété de nutriments. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. C'est le moment, si vous en avez. Non, il y a une personne qui dit merci pour cette présentation riche de connaissances. En tout cas, lâchez-vous, remettez vos micros si vous avez des questions. C'est vraiment. Alors, tiens, il y a Céline qui nous dit cela influe sur les troubles 10. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu voulais dire Oui, un peu oui, plus. complètement, complètement. Alors ça, c'est vrai que la recherche, elle défriche pas mal ces domaines-là. Donc les troubles 10, ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux. Les troubles neurodéveloppementaux, c'est une grande famille de troubles. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des troubles qui montrent en fait que le cerveau s'est développé un petit peu différemment. Et donc, du coup, comme il s'est développé différemment, il fonctionne différemment et il a des besoins nutritionnels accrus.
Et donc, l'approche nutritionnelle va être très importante. Et donc, on va avoir cette même base-là pour les enfants qui ont des troubles 10 et on va pouvoir l'individualiser encore plus avec un suivi particulier parce que chacun a des besoins personnels. Mais je vous encourage, si vous avez un enfant qui a des troubles 10 ou du TDAH ou des troubles du spectre de l'autisme, effectivement, ce n'est pas une thérapie en soi, mais c'est un soutien au bon fonctionnement du cerveau qui est valable pour tous les enfants, y compris ceux qui ont un trouble du neurodéveloppement. Est-ce que, alors là, ça va être la question de la candide, du candide. Ouais. À ton avis, un enfant en tout début au tout début de sa vie, je sais pas, je pense à un enfant de 2 3 ans qui serait 10, quand tu fais effectivement tous les apports tels que tu viens de les décrire, est-ce que tu peux corriger Alors, c'est l'apprentissage? très difficile de parler en général parce que la particularité de ces troubles-là, c'est qu'ils sont hétérogènes et qu'ils ont des causes multiples et des formes multiples. Donc, on peut pas, on a du mal aujourd'hui encore à dire, bah ça fait ça, ça maintenant. Pour un certain groupe d'enfants, oui. En tout cas, c'est certain que quand on apporte des bons apports nutritionnels pendant la grossesse, pendant la petite enfance, que ce soit à travers l'allaitement, c'est-à-dire que c'est la maman qui se nourrit bien et qui donc va avoir un lit riche dans tous ces nutriments, ou alors qui sont apportés par l'alimentation solide ou le biberon, etc., qu'on va donner, et toute la petite enfance, dans cette fenêtre énorme des 1000 premiers jours, hein, on peut tout à fait remodeler le fonctionnement du cerveau. Et donc, on va soutenir certaines choses, et ça, c'est des choses qu'on découvre de plus en plus. Encore une fois, ben, la science, elle est en train de s'écrire sur ces sujets-là. Et donc, on a beaucoup à apprendre. Mais la piste nutritionnelle, la piste du microbiote, sont des pistes qui sont très étudiées actuellement pour venir en soutien dans ces problématiques-là. Le microbiote, c'est vrai que, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Il y a tellement de choses à dire. Je sais qu'en 1 heure, c'est extrêmement difficile. Là aussi, il y a, je suppose, des choses énormes à faire pour Il faire y des a, choses. entre l'intestin et le cerveau, c'est comme une autoroute à 4 voies. Il y a 20% des voitures qui descendent du cerveau à l'intestin et 80% des voitures qui vont de l'intestin au cerveau. Donc, c'est pour dire l'importance de ce qui se passe dans le cerveau, dans l'intestin par rapport au cerveau. En fait, il y a énormément de voies de communication et donc l'alimentation, elle va être fondamentale à ce niveau-là pour avoir un microbiote anti-inflammatoire, avoir une bonne barrière intestinale qui n'est pas poreuse, etc. Parce que dès que ça se désorganise, en fait, il y a une multiplication de tout un tas de réactions. Parce que dans l'intestin, on produit aussi les neurotransmetteurs qui vont informer via le nerf vague le cerveau. Donc si ben, l'enfant se bourre de sucreries, par exemple, ou mange très peu varié, beaucoup de glucides, ça va fermenter. Donc, une certaine famille de bactéries va prendre le dessus, va produire certains métabolites, va entraîner de l'inflammation, va entraîner la perméabilité intestinale et donc va détourner ces neurotransmetteurs qui ne vont pas être synthétisés de la façon la plus adéquate. Et donc, on se retrouve avec une inflammation du système nerveux qui va contaminer le cerveau, un brouillard cérébral, une neuroexcitation, des crises, de l'anxiété, bref, c'est un cercle vicieux. Donc, et ça part de l'intestin et c'est tout à fait passionnant. Voilà, mais là, pour le coup, il faudra qu'on se revoie, Françoise, parce que c'est un sujet à part entière et on en aurait pour des heures à en parler. C'est vrai que ça me fait toujours mal au cœur quand je fais mes courses et que je vois un caddie plein avec que des bonbons, que des trucs, et les parents qui pensent faire plaisir à leurs enfants, ça me rend malade. Mais Et bon, oui, voilà. voilà. Donc, bon, et c'est pas pour être dogmatique, des bonbons une fois de temps en temps pour des événements, des exceptions, pourquoi pas. Mais effectivement, on est dans une société où on a beaucoup trop de sucre. Beaucoup trop de sucre, beaucoup d'aliments ultra transformés, beaucoup d'additifs dans nos aliments et très peu de nutriments. En fait, on a des aliments très riches en calories, mais pauvres en micronutriments et pauvres en fibres. Et donc, on a des microbiotes tous qui s'altèrent et ça perturbe ben, plein de choses dans le corps, mais ça perturbe aussi le fonctionnement de notre cerveau. Et oui, je vois que tout le monde est.
véritable challenge de changer ses habitudes. Ah oui, complètement. Oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre trop la barre trop haute. Et en général, on dit que pour changer ses habitudes, il faut 2 ans. Voilà. Et il vaut mieux le faire étape par étape, step by step. Bon, à moins que ça soit dans votre caractère d'y aller franco et du jour au lendemain, voilà. Mais en fait, on a des processus cognitifs, des habitudes, parce que l'alimentation, c'est pas juste de l'alimentation, c'est des habitudes sociales, c'est une culture, c'est des amis, c'est le lien avec son pays d'origine, c'est des goûts, des préférences alimentaires qui se sont construits depuis la grossesse, depuis qu'on a été dans le ventre de notre mère en fonction de ce qu'elle mangeait. Donc en fait, vous savez que le liquide amniotique des femmes indiennes sans le curry. C'est Donc vrai. en fait, nos goûts se façonnent depuis la période intra-utérine. Voilà. Donc oui, c'est un vrai challenge. Mm. Eh bien, essayons de changer Step by step. quotidiennement des petites choses, mais surtout pour les enfants. Mm. Voilà. C'est surtout pour qu'ils puissent avoir une vie plus épanouie, parce que comme tu le disais, quand il y a non seulement du stress, mais qu'en plus certains neurotransmetteurs ne sont pas bien synthétisés, ce qu'on appelle les hormones du bonheur ne sont pas forcément présentes. Eh oui, tout C'est à ça. fait. Et on est plutôt dans un état d'excitation et peu de relaxation. Ouais, aussi. Et voilà. Et ça se passe pas très bien. Donc, pour une bonne mémoire, le mot de la fin, faut bien manger, faut bien dormir. Bon. Je vous remercie et je te remercie infiniment pour cette belle présentation. Ouais, c'est toujours un plaisir. Merci.